Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous mettons en avant les 5 communautés les plus isolées du monde. En effet, l'histoire a été témoin des déplacements massifs de différentes communautés à travers le monde. Les populations se sont déplacées à travers les grands espaces du globe pour établir des communautés dont certaines se sont par ailleurs installées et ont grandi dans les différentes villes. Toutefois, certaines de ces populations ont choisi de rester en groupes restreints. Ces peuples vivent dans un isolement presque total et ont résisté à l'épreuve du temps. Par ailleurs, un grand nombre de ces individus n'ont jamais quitté ces régions reculées du monde qui constituent à présent leur foyer. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'île de Palmerston. À 3200 km environ au nord-est de la Nouvelle-Zélande se trouve la petite île de Palmerston, atoll. Elle est isolée dans le Pacifique et est occupée par seulement 62 personnes, toutes issues de la même lignée Palmerston. Il s'agit de l'une des communautés les plus isolées de la planète. Faisant partie des îles Cook, c'est au capitaine James Cook que revient donc la découverte de l'île en 1774. Ses 62 habitants sont les descendants de l'explorateur anglais William Masters, premier habitant permanent de l'île. Celui-ci en a eu possession par la reine Victoria. Il y établit sa résidence en 1863 avec sa femme polynésienne et ses 2 cousines. Masters prend comme 2e et 3e épouse les cousines de sa femme. Au total, ils ont eu 23 enfants avant sa mort en 1899. Aujourd'hui, seuls 3 individus de la communauté ne sont pas descendants directs de William Masters. La vie sur l'île rime avec isolement et simplicité. Aucun magasin, marché ni banque n'existe sur l'île. L'argent est utilisé lors d'achats ou de ventes effectuées en dehors de l'île ou quand les navires débarquent avec des approvisionnements de l'extérieur. Le commerce entre les insulaires est la seule forme de commerce disponible sur l'île. Il n'existe pas de vrai système d'approvisionnement d'eau. L'eau de pluie est recueillie pour boire et on peut trouver uniquement 2 toilettes publiques disponibles sur la rue principale. Chaque jour, l'électricité est disponible seulement 6 heures. Toutefois, une nouvelle cabine téléphonique a été construite pour faciliter la connexion avec le monde extérieur et il est possible de visiter l'île de Palmerston. Les visiteurs y sont accueillis à bras ouverts par les habitants. Les insulaires les adoptent comme les siens et leur ouvrent les portes de leur maison puisqu'il n'y a aucun hôtel sur l'île. Un tel voyage risque d'être long et épuisant. En effet, Palmerston est à environ 500 km de l'île de Rarotonga, la plus grande des îles Cook. Il faut compter 2 jours de navigation sur le Pacifique et les bateaux allant sur l'île sont rares et les voyages très épars. Si vous êtes adepte des escapades de l'extrême à l'autre bout du monde, l'île de Palmerston est faite pour vous. Le village de Supai, en Arizona. Le Grand Canyon est un lieu de visite incontournable aux États-Unis. Avec ses paysages spectaculaires, le canyon offre aux touristes une expérience hors du temps et une évasion garantie. Mais connaissez-vous l'existence du village isolé de Supai, situé dans une branche latérale du Grand Canyon? Connu sous le nom de Havasu Canyon, le village abrite les membres de la tribu des Havasupai, habitant la région depuis 800 ans. Ce peuple indigène prospère dans ce paysage aride et isolé, en pratiquant l'agriculture d'irrigation en été, ainsi que la chasse de certains animaux en saison. Ce sont les cascades bleues et les sources qui fournissent aux villageois Supai leur source d'eau, indispensable à leur survie. Par ailleurs, le nom Havasupai signifie littéralement « le peuple des eaux bleu-vert ». Le terrain sur lequel vit le peuple indigène est une réserve protégée. Les 208 habitants de la région sont les seules personnes aux États-Unis qui reçoivent encore leurs courriers et leurs colis à dos de mule. C'est dire à quel point cette communauté est coupée du monde. Un troupeau de mules reliées transporte des colis et du courrier au village régulièrement. Ceux-ci portent d'ailleurs un cachet de la poste unique au Supai. Les touristes peuvent visiter le village de Supai et profiter de la beauté de ses paysages. Il faudra être déterminé et assez robuste pour arriver au village situé à 56 km de la plaque touristique du Grand Canyon. Le point de départ de la traversée commence au sommet de la colline Hualapai. De là, le village ne peut être atteint qu'à pied, par mule ou par hélicoptère. Au bout de 13 km de traversée, on arrive au fond du canyon où se trouve le village de Supai qui demeure jusqu'à aujourd'hui, un petit joyau caché et isolé des États-Unis. L'archipel Tristan da Cunha. Pas de restaurant, pas d'hôtel ni de plage sécurisée. C'est dans cet environnement que vivent les habitants de l'archipel de Tristan da Cunha, l'île isolée la plus peuplée du monde. Tristan da Cunha désigne l'archipel constitué de 3 îles, dont fait partie l'île principale nommée également Tristan da Cunha.
Situé au milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire au milieu de nulle part, Tristan da Cunha se trouve à 2816 km de l'Afrique du Sud et 3360 km de l'Amérique du Sud. La terre la plus proche est l'île Sainte-Hélène, située à 2430 km de l'île de Tristan. L'île a été découverte par Tristan da Cunha en 1506. Incapable de s'aventurer sur l'île en raison des eaux dangereuses, Tristan da Cunha donne son nom à l'île principale, à l'archipel, puis il s'en va. La première cartographie officielle de l'île a été faite par la frégate française L'Heure du Berger, 261 ans plus tard. Aucune tentative n'a été faite au cours de l'expédition pour atterrir sur l'île. Le premier vrai habitant de Tristan da Cunha est arrivé en 1810 lorsque l'explorateur américain Jonathan Lambert a débarqué et s'est autoproclamé souverain de l'île. En raison de leurs emplacements stratégiques, les îles ont été annexées par le Royaume-Uni en 1816. Aujourd'hui, Tristan da Cunha fleurit avec une population de 267 personnes. La population a accès à plusieurs commerces et commodités importantes, comme un hôpital avec des blocs opératoires et une grande épicerie où les commandes doivent être faites des semaines ou même des mois à l'avance, car tout doit être expédié sur l'île de l'endroit le plus proche. Bien que la modernité se soit installée sur l'île, son isolement cause encore de nombreuses difficultés. L'électricité traditionnelle n'est pas disponible n'importe où sur l'île. À la place, des générateurs diesel ont été installés au centre entre les cottages situés dans la seule localité de l'île, Édimbourg des Sept Mers. Tristan da Cunha semble être un paradis perdu, loin du stress et des angoisses de nos vies quotidiennes. Mais la menace n'est jamais bien loin. En effet, l'île est volcanique. Édimbourg des Sept Mers se trouve à la base d'un volcan qui s'est réveillé la dernière fois dans les années 1960. Si vous appréciez l'isolement et les régions volcaniques, Tristan da Cunha peut être une destination idéale pour vous. Utqiagvik, en Alaska. Utqiagvik en Alaska est la ville la plus septentrionale de l'État et la 9e plus au nord dans le monde. Anciennement connue sous le nom de Barrow en Alaska, la ville se situe bien au-dessus du cercle arctique. C'est une région très éloignée et isolée qui souffre d'un climat froid de l'extrême. Cela n'a pas empêché les gens d'y prospérer depuis des centaines d'années. Le cap a été exploré en 1826 par Frederick Beechey et nommé en l'honneur de Sir John Barrow, l'éminent promoteur britannique de l'exploration de l'Arctique. La tribu autochtone des Inupiat a appelé la région Utqiagvik, ce qui signifie « l'endroit où les hiboux sont chassés ». La ville est construite sur une couche de permafrost pouvant atteindre 400 mètres de profondeur par endroit. Le mois de juillet est le plus chaud à Utqiagvik, avec une température moyenne de 12 degrés Celsius. En hiver, les températures peuvent atteindre entre -25 et -32 degrés Celsius. Dans la région, les nuits polaires commencent généralement en novembre. Le soleil se couche ainsi et ne se lève pas pendant environ 65 jours. Néanmoins, les 4429 habitants de la région prospèrent. Plus de 60% sont des Inuits. Même dans la toundra arctique, ces survivants polaires ont une grande qualité de vie et vivent dans la modernité. Leurs maisons sont chauffées au gaz naturel issu des champs de pétrole locaux. Elles ont aussi des réseaux modernes d'aqueducs et d'égouts. Le ramassage des ordures est également disponible à partir de la ville qui dispose également de 7 églises, diverses écoles et une université. La communication est facile et accessible avec le téléphone, le courrier, la radio et Internet. Les visiteurs peuvent également profiter des hôtels et des restaurants de la ville. Malgré une modernité de vie bien installée, les indigènes continuent de prendre part à la chasse aux phoques et à la baleine, ce qui leur permet de traverser les longs et rudes mois d'hiver. Si vous songez à visiter la région, préparez votre porte-monnaie, car les billets d'avion ne sont pas bon marché. La Rinconada au Pérou. Dans les Andes péruviennes, à 64 km au nord du lac Titicaca, se trouve la ville de la Rinconada au Pérou. C'est la plus haute habitation humaine du monde. La Rinconada fut construite à une hauteur de plus de 4900 mètres. Située au sommet du mont Anania, la Rinconada connaît des températures inférieures à 0 pendant la majeure partie de l'année. Dans cette région éloignée de très haute altitude, les visiteurs doivent s'attendre à subir les effets de l'altitude extrême que sont les maux de tête, les nausées, l'essoufflement et même la mort dans certains cas les plus extrêmes. 50 000 personnes environ résident dans la région. Mis à part l'isolement et les températures glaciales, la ville ne dispose pas des équipements modernes de base et a très peu d'infrastructures. La Rinconada n'a pas de système d'assainissement ni de plomberie, ce qui plonge toute la communauté dans la misère et l'insalubrité. Le système de ramassage d'ordures n'existe pas et les gens sont contraints d'enterrer leurs poubelles à l'extérieur de la ville. Les personnes vivant et travaillant à la Rinconada sont confrontées à des conditions précaires lorsqu'elles entrent et sortent de leur ville
puisque les routes qui y mènent sont tout aussi sales et insalubres que la ville même est recouverte de glace la moitié de l'année. Mais alors, qu'est-ce qui pousse tous ces gens à vivre dans cette ville isolée et sale? Eh bien, c'est l'or. L'information a fuité que la région autour de la Rinconada était une mine d'or. Entre 2001 et 2009, la ville a connu un boom de sa population avec une augmentation de plus de 230% des habitations sans réglementation. Les mines opèrent sous une structure informelle où les mineurs sont exploités et travaillent tout au long du mois pour aucun salaire. Cependant, après leur travail, ils peuvent ramener chez eux autant de minerais qu'ils peuvent porter, mais ils ne savent jamais réellement combien d'or ils ont ramené. De par la pauvreté, l'insalubrité, le manque d'infrastructures et surtout son isolement, la Rinconada n'est pas une région qui vaut vraiment le détour, même si les plus grands trésors peuvent se cacher dans ces collines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt!